j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition très mystérieuse de Habib Neder. Depuis 2014, le petit Habib Neder, 13 mois, né le 19 décembre 2012, est porté disparu après une semaine de garde alternée chez son père. 19 janvier 2014, à Verfeuille, une petite commune proche de Toulouse, aux alentours de 18 heures. Jennifer, une maman de 28 ans, commence à s'inquiéter de ne plus avoir de nouvelles de son ex-compagnon, Medine Neder, qui doit leur déposer leur fils Habib, 13 mois. Ce jour-là, Jennifer déjeunait avec sa mère, mais en rentrant chez elle pour attendre le retour de son fils, vers 18 heures, pas de nouvelles. Elle essaya de joindre son ex-compagnon plusieurs fois au téléphone, mais sans succès. Medine avait déjà menacé Jennifer d'enlever Habib plusieurs fois. Il avait comme projet de partir vivre en Algérie et d'emmener leur fils. Suite à ces menaces, la juge aux affaires familiales ordonnait une interdiction de sortie de territoire. Étant très inquiète, elle contacta ses parents où le père d'Habib logeait. On lui répond que Medine est parti la veille au soir, en disant à sa sœur qu'il devait ramener Habib. Jennifer a compris à ce moment-là qu'il ne reviendrait pas. Étant sous le choc, elle décida de descendre sur le parking pour voir si Medine arrivait avec leur fils. Restant 1 heure sur le parking, persuadée que son fils allait revenir malgré tout, que son père était juste en retard. Malgré un harcèlement au téléphone plus par message, elle n'obtiendra aucune réponse. C'est assez difficile ce moment, mais je suis quand même descendue sur parking. J'ai quand même regardé au loin. Il n'est pas venu. Je suis restée une demi-heure, 1 heure, persuadée qu'il allait revenir. J'étais persuadée qu'il allait venir. Je me suis dit, il a du retard. Je suis montée à l'appartement, je suis descendue. Je l'ai harcelé, je lui ai laissé des messages, je lui ai dit écoute, si tu me le ramènes maintenant, j'appelle pas la police, je ferai rien, j'attendrai demain matin, je t'en supplie, parle-moi, qu'est-ce que tu fais, t'es où ta soeur elle m'a dit que t'étais partie hier, est-ce qu'il va bien, donne-moi des nouvelles. Et j'ai fini par appeler la police et leur dire ça y est quoi, il a pris le petit et je pense qu'il va tenter de franchir la frontière, il faut faire quelque chose, il faut le retrouver, mon fils il a 13 mois. C'est ce jour-là que la vie de Jennifer a basculé. Après 12 années de vie commune, Jennifer avait fini par quitter son compagnon, devenu violent. Il vivait très mal cette séparation. Son fils Habib était devenu un moyen de pression pour son ex-compagne. Le lundi matin, morte d'inquiétude, Jennifer se présente au commissariat pour déposer plainte et découvrir avec surprise qu'aucune recherche va être lancée. Une fois que Jennifer a eu fini de déclarer la disparition de son fils, elle demanda à un policier « Que va-t-il se passer par la suite ?» Il lui répondra « Cela va prendre environ 15 jours à 3 semaines pour qu'on traite le dossier. Entre-temps, rien ne se passera. » Jennifer dira au policier que même si son ex-compagnon n'a jamais été violent avec son fils, il y avait eu plusieurs menaces qui laissaient sous-entendre qu'il pourrait faire du mal à Habib si Jennifer ne revenait pas vers lui ou si elle ne répondait pas à ses exigences. Aucune alerte enlèvement a été déclenchée. Jennifer aura comme seule réponse « C'est le père qui a enlevé son fils, donc cela ne se fait pas. Il faut voir avec le parquet. On verra, on vous tiendra au courant. » Jennifer sait juste que le procureur a recommandé une inscription au FPR, fichier des personnes recherchées. Ils ont enregistré le signalement de son ex-compagnon dans leur ordinateur, mais cela n'était malheureusement pas un mandat de recherche. 1 mois après la disparition d'Habib, Jennifer n'a aucune information. Avec son avocate, elle décide ensemble de porter plainte au nom de Jennifer, directement au procureur, pour enlèvement et séquestration d'enfants. Mais rien ne bouge. Jennifer contactera le consulat. Elle se rendra également à la préfecture pour voir si son ex-compagnon aurait fait des passeports ou autres papiers. Elle découvrira qu'il avait fait 1 mois avant la disparition une carte d'identité pour Habib, mais en dehors de ça, rien. Personne n'enquête sur la disparition d'Habib. Cela durera 1 mois. Au bout d'1 mois,
la géolocalisation du téléphone portable du père d'Habib est enfin lancée. Elle révèle que pendant les 3 premiers jours de la disparition, l'homme se trouvait à l'Hospitalet, près d'Andorre, petite ville à 150 km de Toulouse. Ignorant tout de la présence de son ex-compagnon dans cette région, Jennifer compte sur l'aide des enquêteurs, mais elle se voit proposer d'aller y enquêter elle-même. Car c'est le week-end et que la police ne travaille pas et que cela prendra trop de temps de transférer le dossier à Andorre pour que les policiers sur place puissent commencer leurs recherches. Que le plus simple et le plus rapide, c'est que ça soit Jennifer qui se rende sur place avec des photos en faisant du porte-à-porte pour essayer de les retrouver. Mais par contre, c'est une épreuve de plus pour moi parce que la peur de le croiser, la déception qu'on ait cette information-là qu'un mois après, peut-être l'espoir qu'il y soit toujours et que je puisse récupérer mon enfant, voilà, assez difficile. Donc après, on réfléchit pas 107 ans. Hein. J'étais en voiture, j'appelle ma sœur, je lui dis voilà, est-ce que quelqu'un peut venir avec moi, est-ce qu'on peut y aller, voilà, pas de problème. Donc je me voilà partie avec ma sœur, son mari, à l'Hospitalet près d'Andorre pour quelques jours, et avec un sac préparé exprès pour mon enfant au cas où je le retrouve. On pense quand même à un biberon, à une tétine, à sa couverture, et puis voilà, c'est pas évident de se mettre à nu face à des gens qu'on connaît pas, mais j'ai été reçue très gentiment par la plupart des commerçants, mais tout le monde s'accordait à dire que s'il y avait eu un enfant d'1 an, ça les aurait quand même interpellés parce qu'ils n'avaient pas encore trop de monde, de touristes, et qu'ils n'avaient pas le souvenir d'avoir vu un enfant de cet âge-là. Il faut savoir une chose très importante, c'est que l'ex-compagnon de Jennifer ne possédait pas de voiture. Il n'avait pas non plus son permis de conduire, ce qui veut dire soit il voyageait avec des amis, ou soit il s'est rendu là-bas en train. Malheureusement, les enquêteurs ne regarderont pas les vidéos de surveillance. Et il faut savoir que c'est gardé environ 72 heures, donc 1 mois après, impossible de les visionner. Jennifer, en colère, ne comprend pas. Le juge lui a accordé la garde de son fils, son père ayant le droit qu'à un week-end sur 2. Elle ne comprend pas pourquoi les policiers ne font pas appliquer cette décision, et de plus, ne s'inquiètent pas outre mesure. Ils ne font rien, ils n'écoutent pas Jennifer. À défaut de pouvoir enquêter plus longuement sur place, Jennifer épluche la presse locale à la recherche d'un indice. Le 24 avril 2014, elle tombe sur un article mentionnant la découverte d'un corps sans tête dans un canal près de la centrale hydraulique, près d'Andorre. Intriguée, elle se demande si cette découverte peut avoir un lien avec son histoire. Ce qui interpelle Jennifer, c'est la ville, là où le portable de son ex-compagnon a été localisé. Elle téléphone à la gendarmerie qui s'occupe de cette affaire. Elle fournit tous les éléments en sa possession de son ex-compagnon. Sa taille, sa corpulence, ses cicatrices et sa pointure. Ils finissent par la recontacter pour lui dire qu'un prélèvement ADN va être fait sur la mère de Médine pour le comparer au corps qu'ils ont retrouvé. 2 jours après, la brigade des mineurs convoque Jennifer pour lui annoncer que les tests correspondent à 99,9% à Médine, le père d'Habib, retrouvé dans la rivière. Une annonce très violente pour Jennifer. Où est son fils? Est-il décédé avec son père? La gendarmerie a essayé d'être rassurant en disant à Jennifer qu'ils n'ont pas retrouvé d'autres corps, ni aucun élément, comme une écharpe ou un nounours, rien n'a été retrouvé. Tandis que les vêtements de Médine ont été retrouvés. Aucune trace de Habib sur place. Jennifer a été auditionnée à la brigade des mineurs pendant 11 heures pour raconter tout ce qui s'était passé ces derniers mois, tous les éléments que Jennifer avait réussi à avoir. Ils lui ont aussi posé des questions sur le père de son fils. Qui était-il? Dans quel contexte familial avait-il vécu, grandi? Sa personnalité? Ils lui ont aussi demandé si elle pouvait envisager que son ex-compagnon puisse mettre fin à ses jours. Pour Jennifer, non. Elle ne pensait pas qu'il puisse faire ce geste, car en plus, il avait Habib avec lui. Il avait des projets, il essayait de passer son permis, il avait plein de projets. Jennifer posa aux gendarmes une seule question. Quelle est la cause du décès?
Pourquoi a-t-il été retrouvé sans sa tête? Ils lui ont répondu que cela n'avait rien à voir avec les causes de son décès, qu'il est sans doute passé dans le barrage hydroélectrique et que le rapport d'autopsie en dira plus. Jennifer a été interrogée aussi sur les fréquentations de son ex-compagnon. Avait-il des ennemis? Est-ce que des personnes lui en voulaient? Il avait eu quelques problèmes avec des dealers. Il achetait quelquefois du cannabis. Il avait arrêté, mais n'avait-il pas replongé? Et peut-être s'était-il rendu à l'Hospitalet près d'Andorre pour en trouver. Les circonstances du décès de Nedine n'ont jamais été éclaircies. Habib est enfin inscrit sur les fichiers Interpol et un prélèvement ADN est effectué sur Jennifer, au cas où. Jennifer s'efforce de garder espoir que son fils est en vie et continue ses recherches. C'est dans ce contexte difficile qu'elle découvre qu'elle est enceinte de son nouveau compagnon. Cela a été un bouleversement. Elle accouchera d'un petit garçon. Depuis 3 ans, l'enquête n'avance pas. Les frères et sœurs de Jennifer ne comprennent pas cette inertie, surtout concernant un homme, le père d'Habib, dont on pouvait craindre le pire. Pour eux, c'était une personnalité qui pouvait aller assez loin, sans se dire qu'il ferait du mal à son fils, mais qu'il pouvait faire beaucoup de choses pour faire du mal à Jennifer. Aucune fouille du barrage, du canal et de ses environs n'ont été faites. Pourtant, cela aurait dû être fait, au cas où, malheureusement, Habib serait tombé avec son père. Aujourd'hui, toutes les pistes restent ouvertes. Pour la famille de Jennifer, des personnes savent quelque chose, mais refusent de parler. En 2017, Jennifer disposera d'éléments nouveaux qui lui font penser que son fils est en vie, mais aucune investigation ne sera faite. Car dans l'enquête, il y a beaucoup de pistes troublantes qui vaudraient la peine d'être investiguées. Il y a des évidences ainsi qu'une piste qui se profile. Mais cette piste que Jennifer suit ne sera pas explorée par les enquêteurs, ni par la juge. Juin 2022. Habib aurait maintenant 9 ans. Des enquêteurs spécialisés dans les cold cases, ces affaires non résolues, ont entamé mardi 14 juin des fouilles à l'Hospitalet près l'Andorre, dans l'Ariège, en contrebas d'une centrale hydroélectrique. C'est non loin de là qu'avait été retrouvé il y a 8 ans le corps sans tête de Mehdi Neder, le papa du petit garçon. À l'époque, les enquêteurs n'avaient pas retenu la thèse d'un assassinat. Ils ont privilégié la piste du meurtre du petit garçon, suivi par le suicide de son père. Le corps de ce dernier aurait été décapité en passant par la turbine d'un barrage. Jennifer ne croit pas à cette théorie. Pour elle, cela n'est pas cohérent avec ce que son ex-compagnon laissait de lui auprès de sa famille. D'autant plus que des témoins auraient aperçu le père de Habib en train de se bagarrer non loin de l'Hospitalet. La jeune femme reste donc persuadée que son fils est toujours en vie et qu'il se trouve probablement en Algérie où son ancien compagnon avait des attaches familiales. Malgré l'intime conviction de Jennifer, les fouilles lancées par la juge d'instruction ont pour principal objectif la recherche d'ossements humains. Des travaux d'assèchement de ce bassin de près de 3000 m3 d'eau entrepris par EDF pourraient permettre aux enquêteurs de mener des investigations plus poussées. Une équipe cynophile de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, OCRVP, à ces fins était dépêchée sur place. Une photo d'Habib est diffusée dans plus de 190 pays via Interpol, mais cela n'a toujours rien donné pour le moment. Malheureusement, à ce jour, Habib est toujours porté disparu. Je souhaite énormément de courage à Jennifer, sa maman, et j'espère du fond du cœur qu'elle retrouvera son fils. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.